Hi guys! Épisode 10, enfin on en parle, donc toujours réalisé par Daniel Grou, donc comme l'épisode 9 et comme l'épisode 9 de la saison 5 et 10 de la saison 5, en russe de Kiev. Nous avons Vitser qui assume son côté destructeur, bon ça je vais pas revenir là-dessus. Katia qui fait un spectacle à Ivar. Katia qui, je pense très clairement, va trahir Ivar. Je pense, ça me semble beaucoup trop simple que ce soit l'allié d'Ivar, etc. D'autant plus qu'elle drague Ivar sans aucun problème devant Oleg, alors que Oleg a des problèmes de confiance, sa femme l'a trompé, etc. Donc je vois totalement le jeu de Oleg qui a une espèce de complicité un petit peu diabolique avec Katia, une espèce de Bonnie and Clyde où ils font leur plan ensemble et tout ça, et puis elle doit aller draguer Ivar pour voir si c'est un traître ou quoi que ce soit. Oleg qui veut savoir si c'est bien lui qui a libéré Edir, prêche le faux pour savoir le vrai, enfin pour le coup il prêche le vrai pour savoir le vrai, mais je pense très clairement que Katia se joue d'Ivar, Ivar qui retombe dans le panneau, qui tombe amoureux d'elle, et il y a un moment donné, c'est limite je me suis posé la question, est-ce que ça c'est vraiment arrivé qu'elle vienne le voir et tout, parce qu'effectivement on a un cut où je sais plus ce qui se passe, et puis tout d'un coup on voit, la couverture, l'ornement qu'elle avait sur elle qui est par terre, comme si ça n'était qu'une illusion, mais elle confirme après que ça s'est bien passé, qu'elle a risqué sa vie, tout ça, mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment de confusion, et tout cet épisode est dans la totale confusion. Tout ce passage Katia Fredis, entre guillemets, Ivar m'intéresse pas tellement, donc j'ose espérer qu'il s'agit d'une trahison, parce que franchement ça m'a pas du tout intéressé. Fredis et tout c'était avant, et je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire bien plus intéressantes avec Ivar, notamment pourquoi pas se méfier de son frère ou quoi. C'est ça qui m'épate, c'est que son frère revient et il a aucune méfiance, rien, enfin c'est vraiment assez étonnant par rapport à ça, donc je pense qu'on aurait pu aller dans d'autres directions, peut-être même encore plus renforcer la haine qu'il éprouve envers Oleg. D'ailleurs j'avais adoré la scène dans laquelle Oleg est en train d'écraser la marionnette de Igor et tout, qui lui fait comprendre que de toute façon sans lui il est rien et tout ça, et je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que Ivar va être content de ce qui se passe, parce que ça va définitivement mettre Igor contre Oleg, il va avoir vraiment une rancœur qui va augmenter au fur et à mesure des années, etc., ou même des mois, et en même temps je me suis dit peut-être qu'il va prendre peur, parce qu'il va se dire effectivement que le mec il peut péter un câble et qu'il peut comprendre le lien de cause à effet, c'est-à-dire que Igor se rebelle parce que à côté on a un espèce de petit chuchoteur dans l'oreille qui est en train de lui dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, et donc Igor prend beaucoup de confiance en se disant que la terre et le ciel lui appartiennent, que lui n'est rien, il n'existe que parce que lui il existe très clairement. Donc c'est là où commence la tension du côté de Vestfold, pour le coup, parce qu'ils vont se battre pour la capitale, la ville du roi Harald, très clairement. Déjà, chose qui m'a marqué, c'est le fait que le premier plan qu'on montre de Björn ressemble énormément à Floki, au point que je me suis posé des questions pendant une demi-seconde, on va dire, et effectivement l'aspect ressemble beaucoup à celui de Floki. Donc on a un Björn qui est sérieux, qui est tendu, le visage très très fermé, qui se rend auprès du roi Harald. Alors c'est très compliqué pour lui, de par sa fierté, etc., sachant qu'Harald, entre guillemets, triché. D'ailleurs justement, je trouve qu'on n'a pas trop appuyé sur le fait que les conséquences de la triche de Harald sont peut-être le fait qu'ils aient perdu, parce que pour moi, si je dois interpréter les choses de cette manière, c'est que comme Harald a promis des choses, parce qu'on avait appuyé, je sais plus dans quel épisode, par contre, effectivement il y en a un des, peut-être que c'est dans cet épisode, je ne sais plus, un des vassaux lui dit bah voilà, j'espère que tu me donneras ce que tu m'as promis. Ça veut dire qu'il n'a pas encore donné ce qu'il avait promis, je pense à tous. D'ailleurs même quand il discutait avec Olaf, il disait comme ça, quand Olaf il disait mais comment vous allez faire pour tenir votre promesse et tout ça, et Harald disait c'est pas tes affaires ou je sais plus quoi, il a commencé à s'énerver, faisant comprendre qu'il pourra pas donner ce qu'il faut aux personnes à qui il a promis des choses, en tout cas pas à tout le monde. Pour moi, si beaucoup de vassaux ne sont pas venus, beaucoup de vassaux rois entre guillemets, ne sont pas venus, c'est tout simplement parce que Harald n'a pas montré patte blanche, n'a pas donné ce qu'il avait promis, et donc ils ne se sentent pas obligés de venir, parce que lui n'a pas tenu sa parole pour le moment. On peut aussi se poser la question de l'imposture qui est celle du règne du roi Harald, parce que comment ça se fait également, hein, si on met de côté le fait que, parce qu'on ne sait pas à qui il a donné ce qu'il a promis ou quoi, comment on peut expliquer le fait qu'il soit roi de toute la Norvège et que quand il exige qu'on vienne l'aider, il vient pas l'aider en fait, que les vassaux se sentent libres de venir ou de ne pas venir. Non, techniquement si c'est roi de toute la Norvège est censée venir l'aider, ce qui aurait certainement changé grandement les choses en fait. Donc ouais, il y a tout un tas de questions qui se posent par rapport à ça. D'ailleurs Björn est quand même très étonné. D'où le fait aussi qu'il va demander à Éric le Rouge de quémander l'aide. Lui d'ailleurs il les appelle rois parce que très clairement en fait il y a vraiment quelque chose qui montre aussi que Björn a compris que finalement il le considère pas comme un roi, parce qu'il appelle justement ceux qui sont censés être des vassaux des rois. Donc quand il demande à Éric d'aller quérir les rois, ça veut dire qu'ils sont indépendants et qu'ils font ce qu'ils veulent, et il leur demande de venir les aider sous son nom à lui, montrant encore une fois qu'il sait très bien que ces personnes-là ne respectent en aucun cas le règne du roi Harald, ou même tout simplement la
personne. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant par rapport à ça. Harald qui lui va s'adresser à Björn en disant juste Björn, mais par contre à Gunhild c'est Reine Gunhild, donc voilà, il y a quand même tout un tas de choses qui sont intéressantes par rapport à ça. Björn qui va quand même dire roi Harald. Il faut quand même un petit peu composer avec le mec, là pour le coup il en a besoin, donc c'est pas le moment de l'énerver ou quoi que ce soit, mais il y avait vraiment justement toute une thématique qui est intéressante par rapport à ce règne qui est plus ou moins illégitime et le fait que finalement ça lui suffise plus à Harald. D'ailleurs on va parler tout de suite justement du traitement du personnage qui a apparemment déçu beaucoup de personnes. Faut rappeler encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une autre review, que moi je trouve pas qu'on nous a montré que c'était quelqu'un de gentil. Je pense qu'on nous a montré que c'était un personnage qui était nuancé, un personnage qui était avide de pouvoir et qui voulait avoir tout ce qu'il voulait tout de suite en fait. Un espèce de gamin pourri gâté mais qui se donne les moyens en fait d'avoir ce qu'il veut et qui y arrive ou y arrive pas. Le problème c'est qu'en face de lui il a Björn qui lui a tout ce qu'il veut quasiment. C'est-à-dire qu'il aurait été, si Harald ne s'était pas mis en travers de son chemin, il aurait été roi de toute la Norvège, en plus il aurait eu Gunhild, il aurait Ingrid, il aurait tout ce qu'il voulait. Et on sent cette jalousie, et je trouve ça peut-être... autant j'ai trouvé la réponse du roi Olaf quand justement Harald lui fait part de sa jalousie et tout, intéressante quand il dit oui, il le fait parce qu'il le peut, autant j'ai trouvé que mentionner oralement le fait qu'il soit jaloux et tout ça, c'était peut-être pas nécessaire et ça aurait peut-être dû rester dans la subtilité. Ça aurait peut-être été intéressant parce qu'on comprend très bien qu'il est jaloux de Björn et qu'il veut tout ce qu'il a. D'où le fait qu'il convoite Ingrid. Alors, au début, je me suis dit, est-ce qu'il la trouve vraiment belle, etc. Et il s'intéresse vraiment à cette femme. On voit qu'il s'intéresse pas du tout à cette femme. Il s'intéresse physiquement à cette femme, mais surtout, il s'intéresse à elle parce que c'est la femme de Björn. Mais avant, il l'avait certainement croisée, il en avait complètement rien à faire. Donc, il veut ce que Björn a. C'est-à-dire que quand bien même il est roi, ça ne lui suffit pas, il n'a pas pu avoir Gunhild, il ne peut pas avoir Ingrid, donc il va violer Ingrid. Je pense qu'il se réjouit très certainement du fait que l'enfant de Björn soit mort, je pense. Et Ingrid qui a quand même lancé un sacré pic à Harald, puisqu'elle sait très bien qu'Harald écoute à la porte et il dit à Björn, tu es le vrai roi de toute la Norvège. Faut s'en comprendre que je vais pas quitter mon mari pour un espèce de faux roi en pacotille, etc. Alors que pour moi le vrai roi de toute la Norvège c'est Björn. Donc c'est à dire que même s'il est roi, non seulement il n'a pas le respect de ses vassaux, mais en plus il n'a pas le respect, Björn compose parce qu'il n'a pas le choix, mais très clairement il était récalcitrant avant parce que justement Harald pensait à l'attaquer pour pouvoir être vraiment roi de toute la Norvège, donc il n'est pas encore totalement légitime tant que Björn entre guillemets ne pleura pas le genou. Et en plus Ingrid se refuse à lui, donc totale humiliation, personne ne le respecte en tant que roi. Et j'ai trouvé très intéressante la scène dans laquelle on voit Harald en train de poser sa couronne comme ça. On sent la personne qui... Il a eu ce qu'il voulait, peut-être pas de la manière dont il voulait certainement, mais ça ne lui suffit pas en fait, ça le rend pas heureux parce que effectivement la manière dont il a eu cette couronne, le fait que ses vassaux le respectent pas, etc., le fait qu'il ne peut pas quand même en étant roi de toute la Norvège, avoir tout ce qu'il veut, il peut pas avoir l'amour, etc., il ne peut pas avoir qui il veut. Je pense qu'en fait il avait misé tellement sur ça, sur ce rêve, qu'au final une fois qu'il l'a atteint, il dit mais finalement je peux pas vraiment avoir tout ce que je voulais, je pensais vraiment que ça changerait ma vie, etc. Finalement ça change pas grand chose, puis son règne va être tellement court, peut-être entre guillemets on verra bien, qu'au final ça change beaucoup de choses. Par contre j'ai pas compris le moment où effectivement donc on a Ingrid qui se fait violer et à ce moment-là elle pose sa couronne de reine, la couronne avec les feuilles mortes sur la tête. Alors j'ai essayé de trouver peut-être des significations à la couronne ou quoi que ce soit, mais bon c'est la couronne qu'elle a lors de son couronnement lorsqu'elle épouse Björn. Est-ce que c'était une espèce de corrélation avec la scène d'Harald pour dire qu'elle aussi elle avait pas tout ce qu'elle voulait, qu'au finalement même si elle atteint le rang de reine et d'épouse de Björn, ça n'empêche pas d'être malheureuse? Je sais pas, j'ai pas trop compris, ou c'était juste une façon de faire une transition. En tout cas les musiques sont encore une fois assez incroyables et justement montrent cette tension et tout ça. Mais pour revenir au traitement du roi Harald, moi je trouve que c'est cohérent maintenant. De faire ça au dernier épisode, si jamais vraiment il meurt, je trouve ça dommage parce que du coup on se rend compte qu'Ingrid n'est là que pour montrer que Harald finalement il va mourir et finalement c'est un méchant, donc ne pleurez pas pour lui, il est pas gentil. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'il y a besoin, je veux dire les Vikings de toute façon violaient les femmes, etc. Bon ça c'est pas un secret. On n'a pas attendu ça pour savoir que c'était un personnage mauvais, notamment le fait qu'effectivement il veuille faire tuer Björn parce que Björn n'est pas venu à la fête, etc. Et donc il savait très bien qu'il allait pas vouloir être loyal, etc. Donc ça, le fait qu'il ait triché pour l'élection du roi de toute la Norvège, plus tout ce qu'il a fait avant, etc. par rapport à la femme qu'il avait voulu et tout ça, qui avait dit qu'elle se marierait avec lui s'il était roi de toute la Norvège, etc.
il a violé des femmes, je sais plus, enfin il avait fait tout un tas de choses qui étaient quand même dégueulasses, il a tué son frère, etc. Il était avec Ivar, donc voilà, je veux dire, c'est pas d'hier que le mec, c'est pas parce qu'il a sauvé la vie de Björn à un moment donné que ça y est, il est gentil et tout ça. On peut l'apprécier, ça n'empêche pas que ce soit un personnage nuancé, qui a une part effectivement qu'on aime bien parce que c'est un homme du peuple, etc. Il y a de la répartie, il peut être drôle, et effectivement il a sauvé à un moment donné la vie de Björn. Est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Je suis pas trop sûre. Je pense pas qu'il y ait un problème dans le traitement, sauf s'il meurt tout de suite, effectivement, refaire un dernier truc en mode il est jaloux, et il viole parce qu'il est jaloux, parce que c'est un pourri gâté. Je trouve ça un peu dommage. Pourquoi pas le faire mourir avec finalement cette nuance un peu, voilà. Vraiment, s'il meurt là, je trouve que c'est dommage sur la fin, mais en soi, le développement du personnage en général était quand même intéressant. Je trouve qu'on a le droit à un personnage qui était très très bien, qui a pris beaucoup de lumière, je trouve. On a peut-être dérapé sur le viol d'Ingrid, je pense. C'est un peu dommage, peut-être le laisser dans sa convoitise et il peut pas avoir ce qu'il veut, et voilà, et peut-être à un moment donné, il essaye de la violer, mais finalement, il se rend compte que, voilà, que c'est n'importe quoi. Là, j'aurais trouvé ça effectivement intéressant, mais tout le monde se serait dit, il est gentil, finalement, donc voilà. Alors, je préfère qu'on reste sur effectivement, sur cette balance de on sait pas trop, peut-être qu'il est un faux gentil, mais en même temps, il est borderline, et puis il est jaloux, il est ceci, cela, il est avide. Je préfère qu'on reste sur un personnage où on sait pas trop. Pour le coup, c'est un personnage qui est extrêmement nuancé. Pour Gunhild, qui perd son bébé, écoutez, moi j'ai envie de dire qu'il y a certainement une raison à ça, parce que s'il n'y en a pas, c'est très compliqué en fait de juger certains actes en sachant pas les conséquences derrière. C'est-à-dire que très clairement, si Björn meurt, le fait que Gunhild ait perdu son enfant, ça a beaucoup de valeur, entre guillemets, ça a beaucoup d'impact en fait. La descendance masculine de Björn, du coup, ne sera jamais... Il n'y en aura pas très clairement avec Hallie qui est mort, et puis je sais plus, il avait d'autres enfants, mais pareil, qui étaient morts. Effectivement, il n'y a plus de descendance du côté de Björn, donc la dynastie des Monceau, etc. Voilà, enfin, de toute façon, il est pas roi de Suède et tout ça dans la série, donc ça peut poser des questions par rapport à ça, mais en soi, bon, que Gunhild allait perdre son enfant, ça coulait de source, enfin, je veux dire, c'est déjà, quoi, je veux dire, même maintenant, déjà, on évite de faire tout un tas de choses quand on est enceinte, donc à l'époque, j'imagine même pas, voilà, on fait pas on n'est pas sur le champ de bataille, voilà, quoi, ni à le préparer, ni rien, enfin, c'est pas, voilà, si c'est un impact, c'est intéressant, sinon, bon, voilà, c'est juste assez énervant, et bien qui voulait cet enfant de Gunhild, en soi, l'enfant d'une Grid, bon, il la désire, etc. Je pense pas vraiment que ce soit de l'amour, mais un désir profond. Je pense qu'il y a vraiment de l'amour et du respect envers Gunhild et du désir pour Ingrid, et que c'est complètement autre chose et qu'il voulait vraiment cet enfant de Gunhild en fait. Donc pour le plan de bataille, effectivement, Björn va essayer d'anticiper ce que va faire Ivar. En fait, c'est tout le temps ça à chaque fois qu'il se retrouve face à Ivar. Ça commence à être un nombre de fois incalculable. J'avais peut-être peur d'une espèce de redite du mid-season finale de la saison 5, parce qu'on était déjà sur du Björn-Ivar. Donc encore une fois, il faut anticiper ce que va faire Ivar, parce qu'Ivar est très intelligent, il va arriver à avoir un petit peu le génie inventif de Floki en termes de stratégie militaire, en termes de bataille. Donc on est sur une bataille, sur un échiquier, et à chaque fois, Björn va essayer d'anticiper les prochains coups d'Ivar, mais Ivar essaie d'anticiper aussi les prochains coups de Björn, donc c'est un peu compliqué, et qui va savoir mieux ce que va faire l'autre. Au final, on se rend compte que tous les deux ont compris ce que l'autre voulait faire, c'est-à-dire que Björn savait très bien qu'Ivar allait attaquer à tel endroit, donc il prévoit telle fortification. Ivar sait très bien que Björn sait qu'il va attaquer à tel endroit et qu'il va donc prévoir telle fortification. Donc à un moment donné, on sent une espèce de moment d'hésitation. Finalement, il va jouer sur le fait que en fait, Ivar va miser sur l'audace. En fait, c'est ça qui va changer toute la donne, je pense, enfin, qui change très clairement la donne de la bataille. C'est le fait que Ivar mise sur l'audace, c'est-à-dire on y va frontalement pour toute la barricade là sur le fleuve et tout avec le feu. Hop, on y va frontalement. C'est l'idée d'Oleg ou je ne sais plus. Ou c'est l'idée d'Ivar, je ne sais plus, en tout cas, bon, bref, ils vont passer frontalement par la barricade. Igor lance une petite idée par rapport à justement la montagne, donc Ivar qui dit qu'effectivement ils peuvent grimper cette montagne et donc accéder à Vestfold. On est sur totalement de l'audace, et Björn a réfléchi effectivement à tout le cheminement, les réflexions d'Ivar en termes de stratégie, mais pas à cet aspect audace. On est clairement sur des choses qui étaient difficilement prévisible, parce que c'était vraiment compliqué d'y penser. Ces deux personnages qui prévoient un petit peu tout ça, et c'est là où c'est un peu compliqué, parce que chronologiquement, j'étais pas sûre. Alors déjà, j'étais pas sûre que la bataille ait vraiment lieu, en fait. Il y avait des moments où je me suis dit, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Dès le début, avant même de savoir l'issue de l'épisode avec Björn qui meurt, etc., la question qui se posait, c'est
est-ce que ce sont des moments d'anticipation, des scènes d'anticipation, c'est-à-dire qu'ils sont en train de placer, donc ils sont en train de placer leur pion à tel endroit et on nous montre telle ou telle scène. Donc du coup, est-ce que vraiment on est dans l'anticipation et ces scènes-là, elles sont pas encore arrivées ou quoi que ce soit, ou voilà, ou est-ce que c'est vraiment en train d'arriver, ou est-ce que c'est vraiment dans l'ordre dans lequel on le voit. C'est assez compliqué, d'autant plus qu'on voit Oleg, Ivar et Vitserk à un moment donné près de la plage, hein, du débarquement entre guillemets, et après on les voit prendre le fleuve, etc. pour la barricade. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu confus, d'autant plus qu'on nous entrecoupe ça d'un dialogue entre Björn et Ivar qui était extrêmement intéressant. Et c'est là où justement se jouent beaucoup de choses en fait, et notamment cette finale avec Björn qui meurt. Mais déjà, pour revenir déjà à ce qu'il dit, on est vraiment sur du Björn qui essaie de faire comprendre à Ivar. Et c'est un petit peu du genre, je sais que t'as la haine après nous, mais est-ce que vraiment, c'en est au point où t'es prêt à détruire ton peuple, à détruire tes anciens dieux, etc. En fait, il essaye de lui faire comprendre en fait la gravité de ce qu'il fait. Alors on se doute bien qu'il n'y a pas de la télépathie, etc. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On sait que c'est un peu dans la tête de chacun, mais en fait, ils se connaissent tellement bien que je pense qu'ils sont capables même d'imaginer ce dialogue et de savoir ce que l'autre va répondre. Et la question qui se pose, c'est que si jamais c'est dans la tête que d'une seule personne, la signification, elle a pas du tout la même chose. Si c'est Björn qui invente complètement ce dialogue tout seul, c'est pas la même chose. Et si c'est Ivar qui invente ce dialogue tout seul, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout sur la même interprétation. Donc j'ai envie de partir du principe que on est sur quelque chose d'un petit peu mystique et que ces deux personnages arrivent à se connaissent tellement bien qu'ils arrivent à espèce de faire un espèce de dialogue virtuel dans le sens où voilà, ils sauraient ce que l'autre répondrait. Je pense qu'on est sur quelque chose comme ça, une espèce de vision de leur état d'esprit. La question c'est aussi, est-ce que c'est au fur et à mesure du temps, on voit Björn qui au départ est calme quand il parle à Ivar, et puis plus ça va, plus la bataille commence à dégénérer, et plus on a l'impression qu'il a froid, qu'il est tremblant, qu'il est pas bien. Est-ce que justement j'ai vraiment l'impression que c'est son état d'esprit de ce moment-là. Pour en revenir à ce qu'ils disent, donc oui, il accuse Ivar de vouloir détruire son peuple, les anciens dieux, etc., de défier les anciens dieux. Ivar pense qu'il est fait pour ça. Je sais pas trop, franchement, j'ai l'impression que c'est assez hypocrite. Comme il dit, voilà, il veut surtout être dans le camp des gagnants et après veut faire sa petite sauce comme il veut, parce que de toute façon, il aura le prince d'Irbe à ses côtés qui viendra ramasser les miettes une fois que Oleg aura fait tout ce qu'il voulait. Voilà, et très clairement, il restera plus grand chose de l'armée, donc il pourra venir le balayer au moment opportun. Donc Ivar place ses billes. Est-ce qu'il a vraiment envie de défier les dieux ou quoi? C'est là où je suis pas trop sûre. Je pense qu'il y a un peu de mensonge. Notamment le moment à la fin de l'épisode 8, quand on voit l'armée d'Oleg et que Oleg dit c'est la fin du paganisme, on a Ivar qui est terrifié. Je vois un Ivar qui est peut-être certainement impressionné, mais je vois surtout un Ivar qui est terrifié. Au moment où il dit c'est la fin du paganisme, parce que c'est le crépuscule des anciens dieux, il a pas la même tête, donc je pense pas qu'il ait envie vraiment de détruire la foi de son peuple. Défier les dieux c'est une chose, les détruire je pense pas. Je pense qu'il y a une petite hypocrisie de sa part, après peut-être que vous l'avez interprété autrement, mais moi je pense que je vois pas se convertir au christianisme. D'autant plus qu'Ivar a toujours répété être un dieu, être un descendant d'Odin, etc. Donc il a beaucoup joué là-dessus. Elle a toujours l'impression d'avoir été choisie, d'être l'élu, etc. Donc ça va pas du tout avec la vision du christianisme. On est plutôt sur l'humilité, etc. À part, bon, les rois, etc. ont été choisis par Dieu, entre guillemets, mais sinon le peuple, ça reste quand même humble, entre guillemets. On a aussi la question de l'héritage de Ragnar, et là on est toujours sur la même chose on est en boucle depuis la saison 4, de Ivar qui se sent choisi par Ragnar, Björn qui arrête pas de dire que non, Ragnar ne l'a pas du tout choisi. Enfin voilà, on est sur clairement la cour d'école, hein, on est sur une petite dispute d'école primaire, mais c'est important pour eux parce que c'est là où effectivement je trouve que ça peut être intéressant, je développerai ça dans une autre vidéo, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment l'histoire de Ragnar et ensuite ses fils, ou est-ce que c'est finalement pas toujours l'histoire de Ragnar et de ses croyances et de ses doutes et de tout ça en fait. Cette scène, ce dialogue me fait penser qu'effectivement on s'en fiche au final des enfants de Ragnar entre guillemets, c'est l'héritage de Ragnar en termes d'idées, en termes de ses failles, de ses forces, de ses doutes, de ses envies, et de comment c'est transmis à travers ses enfants, et puis par la suite surtout, parce que je pense qu'on va avoir des time jumps, etc. Peut-être je sais pas, on verra si par rapport au spin-off, comment ils vont faire ça, parce que comme je disais, en termes chronologiques, ils disent que c'est 100 ans après, mais ça me semble difficile par rapport à comment ils ont marché sur l'histoire en termes chronologiques. Je sais pas comment ils vont faire ça, on en reparlera prochainement. Et ce qui peut légitimiser la mort de Björn par la suite, parce qu'au final c'est pas les fils de Ragnar qui importent, c'est
Ragnar, etc. Donc, j'ai mis un doute là-dessus, mais j'ai un peu compris ça de cette façon-là. Ivar qui prône serait un côté de Ragnar qui était tout le temps dans la provocation, dans le défi, etc. C'était une partie de Ragnar. Chaque fils de Ragnar a de toute façon une qualité de Ragnar. En fait, il a repris quelque chose de Ragnar. Et certainement, ce qui sera intéressant par la suite, ce sera qui finalement aura le plus, comment on dit, ce sera plus nourri de Ragnar pour s'améliorer et pour améliorer les choses, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard parce que je vais pas spoiler la vidéo et c'est pas le sujet. Donc nous avons deux batailles différentes. La première bataille se passe sur la plage avec les barricades, etc. On voit très bien qu'Ivar a pensé aux barricades, donc il y a des crochets avec les chevaux qui tirent, etc. On enlève les barricades sur la plage, etc. Ils arrivent à monter. Ivar a même pensé aux petites barques pour éviter de chavirer, donc il a pensé à tout. Concernant le côté du fleuve, bon bah finalement ils arrivent à passer en force. Gunhild se retrouve en difficulté. C'est vrai que je me suis posé la question à un moment donné si elle allait se faire tuer par Oleg ou par Ivar. Enfin c'était, ouais, j'ai quand même eu un peu peur sur ce moment-là. Sur la plage, ça se passe très mal. Eric est mis en difficulté parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Harald, lui, est complètement couché. Alors moi j'ai pas trop vu les blessures qu'il avait, j'ai eu du mal à voir vraiment ce qui lui arrivait, mais bon, il est en train de cracher du sang et puis il est en train de dire à Eric de partir. Eric qui prend la couronne d'Harald, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, mais là encore on va pas développer dans cette vidéo-là. Harald qui dit quand même au Skogar mort, à ce hors-la-loi qu'il avait voulu tuer un épisode d'avant à peu près, de s'enfuir en fait. On est au point, même il dit à son ennemi, entre guillemets, de fuir parce qu'il y a trop de monde. Donc on sent les Vikings complètement débordés par le nombre, on ne sait pas du tout comment ils vont faire. Ensuite, Ivar et les autres qui vont grimper la montagne. Est-ce que c'est... Alors, j'ai trouvé ça assez mal fait dans la mesure où le piolet, on voit qu'il y a à peu près 2 cm qui rentrent dans la... Voilà, dans la surface, quoi, dans la pierre, quoi. Donc, pas l'impression que ça sert à grand-chose, mais on voit les autres là-haut qui tirent, donc on se dit que, voilà, donc Ivar, c'est pas juste à la force de ses bras, c'est quand même aussi parce qu'il est tiré, mais bon... C'est assez bizarre, en tout cas c'est très très bien filmé, toute la bataille est très bien filmée. J'ai aimé que ce soit entrecoupé effectivement de ces moments de dialogue qui font qu'on a une espèce de déconnexion. À un moment donné on souffle un petit peu et on se pose la question de l'issue de tout ça, parce que Björn qui arrête pas de dire je vais te vaincre, Ivar qui dit non, je sais très bien que non en fait, et qui est persuadé de ça. On se pose la question effectivement de comment ils vont se sortir de tout ça. Le nombre est trop grand, ils sont beaucoup trop inventifs, ils arrivent à passer tous les pièges, donc se pose des questions. Effectivement Eric qui s'en va, qui est obligé de fuir, Gunhild qui est obligé de fuir, et donc ce qui nous donne lieu à cette dernière scène, c'est Ivar qui transperce Björn. Alors voilà, c'est une scène qui provoque une confusion totale, parce que la question qui se pose c'est... Mais Ivar, il était pas sur la montagne en fait en train de grimper. Je veux dire, le mec il a eu le temps de grimper, de passer de l'autre côté, de revenir, etc. Imaginons que chronologiquement ce soit pas passé comme ça et qu'il l'ait su après qu'il est remonté, peut-être. Est-ce que vraiment cette scène a lieu? Ce qui fait qu'on peut se dire que la scène a vraiment lieu, c'est qu'il y a effectivement une scène qui ressemble à celle de leur dialogue, c'est-à-dire ils sont tous les deux sur la plage, ou du moins entourés de cadavres, que Ivar le poignarde, mais qu'au final, ça change rien quand on reprend, ou du moins on a l'impression que ça reprend son cours normal, que la scène reprend son cours normal, la bataille reprend son cours normal. Ça change rien au fait que Björn soit à terre, qu'il soit mortellement blessé et qu'il ait l'air de rendre son dernier souffle. Donc c'est vraiment très très compliqué à ce moment-là, effectivement. On nous laisse à la fin de cet épisode 10 avec une sorte de cliffhanger, techniquement qui n'en est pas un, parce que on voit Björn mourir, en plus on voit son épée qui est plantée, c'est symbolique. La personne qui est sur la falaise, qui regarde tout ça, pour moi c'est Björn, ce qui peut poser la question de est-ce que Björn finalement n'était pas sur la plage et était en arrière et tout ça, parce qu'effectivement à un moment donné on voyait en arrière, est-ce qu'il était vraiment en train de regarder tout ça, enfin voilà, ça on en reparlera plus tard aussi. Et effectivement on est dans la totale confusion de se dire est-ce que finalement tout s'est passé chronologiquement de cette manière, et effectivement dans ces cas-là, si c'était pas de cette manière, Ivar aurait très bien pu venir pour poignarder, pour transpercer Björn, mais encore on se demande comment Ivar arrive à passer comme ça au milieu de tout le monde et tout, en étant handicapé, enfin voilà, ça pose beaucoup de questions. En termes de cohérence, je suis pas sûre que ce soit super cohérent. Toujours est-il qu'on voit le plan où la bataille reprend son cours et Björn est en train de lâcher son dernier souffle sur la plage, et on n'y croit pas en fait. Sur le moment on se dit mais c'est pas possible, ça n'est pas vrai, on essaie de se trouver toutes les excuses du monde, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent faire penser que Björn est finalement toujours en vie, ou qu'il est très très blessé mais qui peut survivre. Ouais, il y a pas mal d'éléments qui peuvent aller dans ce sens-là. Et on se dit c'est Björn quand même, donc tu es Björn, faut quand même voilà, avoir des sacrés coronesses, c'est bien ça. Il reste encore 10 épisodes sans Björn, enfin en plus avec comment on l'a mis en avant, tout ce que représente ce personnage et tout ça, et le fait qu'il y ait une énorme injustice que Björn meurt face à Ivar le méchant, qui a toujours été fourbe et qui s'est toujours cru au-dessus de tout le monde, plus Vitser qui a trahi, etc. C'est un épisode qui a été fait exprès pour être confus. Alors on peut dire qu'il y a des problèmes de montage et tout, non, je pense que c'est
c'est totalement, et c'est certain que c'est intentionnel, pour créer la confusion et pour qu'on se pose la question jusqu'à la deuxième partie de saison qui sera certainement dans 9 mois, voilà, qui sera certainement en fin d'année, de se poser la question si Björn est vraiment encore en vie ou est-ce qu'il est définitivement mort et il faut passer à autre chose et il faut pleurer et voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire le deuil d'un personnage quand on n'est pas sûr qu'il est mort ou non. Donc moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode, vraiment. De toute façon j'ai trouvé que les épisodes étaient très bons depuis l'épisode où Lagertha est morte. Je sais pas, j'aime cette nouvelle façon de réaliser, j'aime ces nouvelles musiques, j'aime tout en fait, j'aime l'intention qu'on donne aux épisodes, l'intention et la tension très clairement. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un gros coup d'accélérateur après la mort de Lagertha et qu'on est passé sur un autre niveau et là clairement cette saison 6 je l'aime beaucoup et je sens les choses bien pour la deuxième partie de saison. On parlera du trailer dans l'autre vidéo mais ouais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir et que j'attendais de voir. Mais ouais c'est un épisode réussi, il y avait beaucoup de plans de bataille quand même je trouve moi je trouve, enfin voilà, on n'a pas besoin de faire tout l'épisode de la bataille, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de plans de bataille et qui étaient très réussis, qui étaient très immersifs et tout ça. Entrecoupés de moments qui étaient importants entre Björn et Ivar, c'était quelque chose qu'on avait envie de voir quand même. Cette espèce de duel idéologique et tout ça, de ces deux frères, voilà, c'est cette histoire un peu fratricide et tout ça, enfin c'est quelque chose que j'ai vraiment vu tout ce que j'avais envie de voir dans cet épisode, sauf évidemment la mort de Björn si c'est vraiment le cas. Cette confusion et tout, j'ai aimé ne pas être sûre de tout ce que je voyais, ne pas être sûre que même cette bataille ait vraiment lieu, que tout soit passé dans cet ordre-là. Est-ce qu'il va arrêter là où il était pas là? Bon, pour moi il était pas là, mais bon voilà, pour moi si vraiment Björn est mort, Ivar qui transperce Björn, c'est une métaphore, c'est une façon de faire comprendre que Björn a perdu face à Ivar. Du coup, il s'est fait transpercer par un lambda, un random totalement, voilà, tout simplement parce qu'il y avait trop de nombres et qu'au bout d'un moment, quand bien même il peut être invincible, il faut entre guillemets rappeler que tout le monde n'est pas invincible. Bon, ça c'est quelque chose auquel je suis pas d'accord. Rappeler que tous les personnages sont mortels. Pas tous les personnages, il y a des personnages où j'aime bien qu'on garde le côté légendaire où effectivement ils ont l'air immortels, j'aime ça. Je trouve pas que c'est obligé de tout le temps tuer des gros personnages qui ont l'air immortels. Je suis pas de cet avis-là. En tout cas, on voit Oleg et Ivar qui fêtent leur victoire, donc on a l'impression vraiment que tout s'est passé comme ils l'avaient prévu, que tout a été génial, sans aucun problème et tout ça, donc ouais, c'est un peu déroutant. Mais voilà, se pose la question, est-ce que les dieux ont vraiment abandonné Björn ou non? Je vous laisse en juger et on en parlera, on développera tout ça dans une autre vidéo qui est dédiée à tout ça. Est-ce que Björn est mort réellement ou en vie? Qu'est-ce qui fait dire l'un ou l'autre sur ce que je pense qui va se passer par rapport au trailer de la deuxième partie de saison? Voilà, on développerait ça plus en profondeur parce que là la vidéo est quand même très longue. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode de la première partie de cette saison 6 de Vikings. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et la vidéo théorie sur Björn. Voilà, on se retrouve très vite, salut!